Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Bégaiement. Je m'appelle Marilène, fondatrice de la méthode GPFL. Ensemble, libérons votre parole et boostons votre confiance. Ce podcast est dédié à une meilleure compréhension du bégaiement. Si vous êtes concerné par le bégaiement ou si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes bégayent ou comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui bégaye, vous êtes au bon endroit. Plongez avec moi dans un voyage où nous vous dévoilerons les mystères du bégaiement. Vous pensez tout savoir? Laissez-moi vous surprendre. Bonne écoute! Alors, qu'est-ce que le bégaiement? Lorsque nous pensons au bégaiement, la première image qui nous vient souvent à l'esprit est celle d'une personne hésitante ou répétant certains mots. Mais en réalité, le bégaiement est un spectre, une gamme variée de défis liés à la parole. Tout d'abord, c'est un trouble de la fluidité. Imaginez votre parole comme une rivière. Pour la plupart des gens, cette rivière coule librement. Pour quelqu'un qui bégaye, il peut y avoir des remous, des courants contraires, voire des barrages. Mais le bégaiement ne s'arrête pas à ces formes de blocage. Certains vont répéter des syllabes ou des sons, vous savez, je veux ou soleil. C'est une forme courante de bégaiement, mais il ne s'arrête pas là. Certains peuvent prolonger un son, un peu comme un vinyle coincé sur une même note et la jouent en boucle. Ensuite, il y a les blocages qui sont comme ces moments où le mot est à la pointe de votre langue, mais il refuse tout simplement de sortir. Pour votre interlocuteur, cela peut ressembler à une pause. Mais pour la personne qui bégaye, c'est une lutte intérieure pour libérer ce mot. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le bégaiement est unique pour chaque individu. Tout comme nos voix ou nos empreintes digitales, la manière dont une personne bégaye est propre à elle. Et c'est ce qui rend cet handicap si troublant et difficile à comprendre. Commençons par aborder les 3 causes principales du bégaiement. Il y a la cause génétique. Si on observe l'histoire de votre famille et qu'on y trouve des personnes ayant bégayé, cela pourrait avoir une influence sur vous. C'est un peu comme hériter de la couleur des yeux ou de la chevelure de votre grand-père. Cela ne signifie pas que vous allez bégayer, mais cela pourrait augmenter les chances, entre guillemets, de bégayer. Il est crucial de comprendre que tous les bégaiements ne sont pas les mêmes. Il existe 2 types, le bégaiement persistant et le bégaiement transitoire. Le bégaiement transitoire est celui qui dure dans le temps et accompagne souvent l'individu tout au long de sa vie. Des études ont montré que des gènes sur les chromosomes 9 et 15 pourraient être liés à ce type de bégaiement. Ce qui expliquerait pourquoi, si quelqu'un dans votre famille a eu un bégaiement persistant, cela pourrait en partie expliquer pourquoi une autre personne de la famille pourrait également présenter ce type de bégaiement. Le bégaiement transitoire, quant à lui, est souvent observé chez les jeunes enfants, entre 3 et 6 ans, et a une tendance à disparaître avec le temps. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le bégaiement est complexe. Même si la génétique joue un rôle, d'autres facteurs entrent également en jeu. On va parler de la cause neurophysiologique. Plongeons un instant dans l'univers mystérieux du cerveau. Cette centrale prodigieuse qui orchestre tant nos actions, y comprend la parole. Chaque cerveau est unique et sa manière de traiter la parole varie d'un individu à l'autre. Dans le cas des personnes qui bégayent, cette orchestration prend une tournure légèrement différente. Ce n'est pas qu'il y ait un dysfonctionnement ou une erreur dans le cerveau de ceux qui bégayent. Non, leur cerveau fonctionne parfaitement. Cependant, lorsqu'il s'agit de produire de la parole, le cerveau de ces personnes pourrait activer des chemins neuronaux alternatifs. Un peu comme si votre GPS a décidé de vous faire découvrir un nouveau chemin pour vous rendre d'une destination à une autre. C'est un itinéraire moins conventionnel mais tout aussi valable. Des études d'imagerie cérébrale
ont montré que pendant la parole, les personnes qui bégayent activent parfois des régions cérébrales différentes de celles des personnes non bègues. C'est une preuve fascinante de la complexité et de la souplesse du cerveau humain. Cette variation dans le fonctionnement de notre cerveau montre à quel point chaque personne est unique et ajoute à la diversité de ce que cela signifie d'être humain. La troisième cause est la cause environnementale. Le monde qui nous entoure, avec toutes ses complexités et ses défis, peut influencer bien des aspects de notre vie, y compris notre manière de parler. On va prendre quelques instants pour explorer cela. Il y a le stress. Tout le monde a connu ces moments où tout semble s'effondrer, où la pression semble insurmontable. Que ce soit un événement particulièrement stressant comme un examen, une rupture ou même un déménagement. Ces situations peuvent faire en sorte que notre parole en soit impactée, parfois provoquant des épisodes de bégaiement chez ceux prédisposés. Il y a les événements traumatisants. Les traumatismes, qu'ils soient physiques ou émotionnels, laissent des marques indélébiles. Certains peuvent justifier le bégaiement ou l'exacerber chez eux, ou l'exacerber chez ceux qui avaient une tendance à bégayer. Imaginez-le comme une réponse à notre corps, à un choc, une manière de traiter ce bouleversement. Il y a également la pression sociale. La société dans laquelle nous évoluons attend souvent de nous que nous nous conformons à certaines normes. Cette pression de se comporter d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, ou même de réussir à un certain niveau peut parfois peser lourd pour certains. Cela peut être un facteur déclenchant ou aggravant du bégaiement. Si nous examinons l'environnement qui nous entoure, il est évident que nos expériences jouent un rôle crucial dans la manière dont nous nous exprimons. Pour bien comprendre cela, je vais prendre en exemple un enfant. Imaginons un petit enfant de 4 ans. On va l'appeler Maxime. Maxime est un enfant joyeux et plein d'énergie, qui adore parler et partager ses découvertes avec tout le monde. Cependant, lors de sa première année à la maternelle, il est confronté à un tout nouvel environnement, des enfants qu'il ne connaît pas, une enseignante nouvelle et des règles différentes de celles de sa maison. Maxime va vivre 3 choses. Le stress de l'adaptation. La transition vers un nouvel environnement comme l'école peut être stressante pour un enfant. Pour Maxime, s'adapter à ce nouvel environnement, tout en voulant se faire de nouveaux amis, peut augmenter son niveau d'anxiété, affectant ainsi sa fluidité verbale. Il y a les réactions des camarades. Supposons que lors d'une présentation en classe, sous le coup du stress, Maxime commence à bégayer. Si ses camarades de classe réagissent en riant ou en se moquant, cela pourrait accentuer son bégaiement à l'avenir, car il associerait la prise de parole en public à une expérience négative. Et il y a la pression sociale. Même à cet âge tendre, les enfants ressentent les pressions de se conformer, de bien faire et d'être acceptés par leurs camarades. Si Maxime ressent que bégayer le rend différent, il pourrait éviter de parler, soit son bégaiement pourrait s'aggraver. Il faut bien comprendre que c'est la combinaison de tous ces éléments qui rendent le bégaiement si unique pour chaque individu. La cause génétique, la cause neurophysiologique et la cause environnementale. Maintenant que nous avons levé le voile sur les véritables causes du bégaiement, vous serez surpris de savoir combien de fausses idées circulent à ce sujet. Ces mythes sont souvent bien ancrés dans l'imaginaire collectif et peuvent fausser notre perception et créer des malentendus. Nous allons ensemble démystifier 5 mythes. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier mythe, le bégaiement est augmenté par la nervosité. Bien sûr que nous avons tous nos moments de trac, que ce soit lors d'une présentation en public ou d'un rendez-vous important. Pour certaines personnes qui bégayent, ces moments de tension peuvent amplifier le bégaiement. Mais attention, ce n'est pas le stress qui cause le bégaiement, mais il peut le rendre plus apparent. Imaginez votre bégaiement
comme une petite flamme. Le stress ne l'allume pas, mais il peut la faire briller un peu plus fort. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas est un professionnel confiant qui bégaye. À chaque fois qu'il doit présenter un projet lors d'une réunion, sa nervosité monte d'un cran, tout comme celle de nombreux collègues qui n'ont pas de bégaiement. Si Thomas bégaye plus lors de sa présentation, certains pourraient penser que c'est à cause de sa nervosité. Pourtant, dans un cadre détendu, avec ses amis, il arrive aussi à Thomas de bégayer. La nervosité peut accentuer le bégaiement, mais elle n'est pas la racine du problème. Le deuxième mythe. Les personnes qui bégayent ne sont pas intelligentes. Oh, celui-là est complètement erroné. Le bégaiement n'a rien à voir avec l'intelligence ou les capacités mentales. C'est un mythe tenace, mais entièrement infondé. C'est vrai que petite, moi-même, je me suis souvent sentie pas intelligente parce que je bégayais. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous vous êtes senti plus jeune ou encore maintenant pas intelligent. Affirmer que le bégaiement est lié à l'intelligence est une simplification extrême et injuste. Imaginez que nous jugeons la performance d'une voiture uniquement par la couleur de sa peinture. C'est absurde, n'est-ce pas? De même, le bégaiement est une particularité de la parole, pas un baromètre de l'intelligence. De grands esprits à travers l'histoire, comme Isaac Newton ou Winston Churchill, ont eu des défis avec leur élocution. Leur contribution à la société, leur idée brillante et leur capacité à influencer démontrent clairement que l'intelligence et la façon de parler sont deux choses distinctes. Il est crucial de séparer la manière dont quelqu'un parle de ses capacités intellectuelles. Troisième mythe. Ignorer le bégaiement peut aider la personne à s'en débarrasser. La pensée derrière ce mythe repose sur une incompréhension. Je vais prendre 2 exemples de la vie courante. Imaginez avoir une pierre dans votre chaussure. Ignorer la pierre ne la fera pas disparaître, ça va simplement vous faire mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Le deuxième exemple. Imaginons un musicien avec un instrument désaccordé. Est-ce que le fait d'ignorer ce désaccord rend la musique plus harmonieuse? Non, la réponse est non. Alors ignorer le bégaiement, espérer qu'il disparaîtra est une approche similaire. Le bégaiement nécessite souvent une prise de conscience, un dialogue ouvert et dans de nombreux cas une intervention extérieure. Vous pouvez participer à un stage, adhérer à un groupe de soutien, vous faire accompagner par une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement, par une coach spécialisée dans le bégaiement, par une thérapeute, pour vous aider à gérer et à vivre avec. En évitant et en sous-estimant le problème du bégaiement, la personne qui bégaye pourrait manquer l'occasion de confronter sa situation et de découvrir des moyens d'améliorer sa gestion du bégaiement. La clé, c'est l'acceptation. Parlons du mythe numéro 4. Le bégaiement est une maladie qui peut être guérie. J'avoue que quand j'entends ce mythe, ça me fait redresser mes poils. Il est essentiel de clarifier ce point. Le bégaiement n'est pas une maladie, c'est un handicap de la communication. Et comme tout handicap, les individus peuvent apprendre à vivre avec et à l'accepter. Imaginons Sarah, un cadre dynamique qui doit souvent prendre la parole en réunion. Bien qu'elle bégaye, elle a appris à gérer son bégaiement en utilisant différentes techniques et en s'acceptant telle qu'elle est. Dire à Sarah que le bégaiement est une maladie qui nécessite une guérison est non seulement inexact, mais cela pourrait aussi lui mettre une pression inutile. Plutôt que de chercher une guérison, Sarah a trouvé la force en se concentrant sur des stratégies pour mieux gérer son bégaiement et s'épanouir dans sa carrière. Parler de guérison complète peut être trompeur et peut rendre malheureux la personne qui souffre du bégaiement. L'accent doit être mis sur l'acceptation, la gestion et le contrôle, plutôt que sur la disparition totale du bégaiement. Le dernier mythe que l'on va voir ensemble, punir ou corriger constamment une personne qui bégaye peut aider à corriger le problème.
Trop souvent, sous couvert de bienveillance, tes interlocuteurs tentent d'interagir de manière aidante avec une personne qui bégaye, mais leur action peut avoir l'effet inverse. Lorsqu'ils finissent vos phrases, émettent des mots ou conseillent de prendre une respiration profonde, ils vous font involontairement sentir que votre manière de parler est un problème. Cela peut non seulement être démoralisant, mais aussi ajouter une pression inutile, exacerbant parfois le bégaiement. Imaginez pour un instant que vous soyez en train de raconter une histoire et que, à chaque hésitation, quelqu'un intervienne pour vous aider. Ce serait frustrant, non? Cette intervention constante peut donner le sentiment à la personne qui bégaye qu'elle est incapable de communiquer par elle-même. Au lieu de cette approche, il serait bien plus bénéfique d'offrir une écoute patiente et empathique, permettant à la personne de s'exprimer librement à son rythme. Après tout, la communication va bien au-delà des mots. Elle repose également sur l'écoute et la compréhension. Maintenant que nous avons dissipé certains des mythes les plus courants liés au bégaiement, la compréhension de ce trouble prend une toute nouvelle importance. Au-delà des idées fausses, l'éducation du public sur la réalité du bégaiement est essentielle. Comprendre est le premier pas vers l'acceptation, et cette acceptation, à son tour, est la première étape vers la création d'un monde plus inclusif pour tous. Dans cette optique, plongeons ensemble dans l'importance cruciale de l'information et de la sensibilisation. Dans une société aussi connectée que la nôtre, il est important de constater à quel point le manque d'information et de sensibilisation peut encore peser lourdement sur certains sujets, comme celui du bégaiement. Le bégaiement, en dépit d'être un phénomène connu, reste encore entouré de mythes et de stéréotypes. Cette absence de connaissances précises entraîne des conséquences dommageables non seulement pour ceux qui bégayent, mais aussi pour la société dans son ensemble. Quel est l'impact du manque d'information sur les personnes qui bégayent? Imaginez un jeune étudiant brillant qui bégaye. À chaque présentation orale, il craint les moqueries. Non pas à cause de son contenu, mais à cause de la façon dont il le présente. L'incompréhension et l'ignorance des autres le conduisent à éviter ces situations, limitant éventuellement sa carrière et ses opportunités futures. On peut également penser à une personne qui est dans une équipe, dans une réunion d'équipe, et qui a une idée, un axe d'amélioration à proposer à son manager devant toute l'équipe, mais peut-être hésitante par peur du jugement dû à son bégaiement. Combien de talents et d'idées restent-ils alors enfouis à cause de notre manque de sensibilisation? Combien de personnes qui souffrent du bégaiement, qui bégayent, se sont auto-sabotées elles-mêmes? Pour la petite anecdote, quand j'étais jeune, je voulais être conseillère principale d'éducation. Je me suis auto-sabotée. J'ai pris des études de finance, de comptabilité, parce que je me disais quand j'étais jeune, ça sera un métier qui ne demandera pas de communication. Bon, je ne connaissais pas la finance, car en finance, on parle énormément également. Mais tout ça pour dire que le manque de sensibilisation fait que les personnes extérieures peuvent se moquer du bégaiement, peuvent être surprises, peuvent être méchantes. Tout ça parce qu'elles ne connaissent pas le bégaiement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes auto-saboté, que ce soit jeune, même à aujourd'hui. Est-ce que vous vous auto-sabotez? Est-ce que vous ne postulez pas à un poste qui vous fait de l'œil? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous n'allez pas passer cet oral, pourtant qui pourrait vous faire accéder au poste, au job de vos rêves? Partagez dans les commentaires. Plus on partage et plus on peut recevoir du soutien et se sentir moins seul. Stigmatisation liée au bégaiement ne se borne pas à de simples moqueries. Dans les interactions quotidiennes, par exemple lorsqu'un individu qui bégaye commande un café, les employés pressés peuvent finir sa phrase ou lui suggérer ce qu'il veut probablement dire,
entravant une communication pourtant simple et le faisant se sentir très mal dans sa peau et pour le coup pas intelligent. C'est ici que l'importance de l'éducation et de la sensibilisation prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de fournir des informations, mais de transformer les mentalités, d'encourager l'empathie et de célébrer chaque voix dans toutes ses nuances. En faisant cela, nous façonnons une société où la différence est reconnue et appréciée et où chacun peut s'épanouir sans la crainte d'être jugé sur sa manière de s'exprimer. Nous touchons maintenant à la fin de notre voyage ensemble. Mais avant de conclure et que je revienne sur l'essentiel, je voudrais que vous me partagiez dans les commentaires si ce podcast vous parle, vous touche, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelle émotion est montée à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes d'accord par certains points? Est-ce que vous êtes en désaccord? Échangez et je vous répondrai avec plaisir. C'est important pour moi que vous vous exprimiez et que nous échangions. Alors, pour conclure, comprendre le bégaiement, c'est avant tout reconnaître sa complexité. Il est essentiel de se rappeler que les causes du bégaiement sont multifactorielles. Elles peuvent être génétiques, liées à la manière dont le cerveau traite la parole, ou encore enregistrées par notre environnement. Chaque personne qui a bégayé ou qui bégaye a son propre parcours et a sa propre histoire. Nous avons également évoqué certains mythes qui malheureusement colorent la perception que beaucoup ont du bégaiement. Se rappeler que le bégaiement n'est pas le résultat de la nervosité, qu'il ne reflète pas le niveau de l'intelligence et qu'il n'est pas quelque chose qu'on peut simplement ignorer ou corriger par des réprimandes est crucial. Cependant, le point central de notre discussion d'aujourd'hui a été l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Dans un monde où l'information est omniprésente, il est essentiel de s'équiper d'informations fiables, reflétées sur des faits et non sur des idées reçues. En synthèse, n'oublions pas que derrière chaque bégaiement, il y a une voix, une histoire, une individualité. Écoutons, comprenons et surtout montrons notre soutien. Car dans la diversité des voix réside la richesse de notre humanité. Chers auditeurs, chères auditrices, chaque partage, chaque discussion autour de ce podcast a le potentiel d'éclairer une personne de plus sur le sujet du bégaiement. Vous avez le pouvoir d'étendre cette vague de compréhension et d'empathie en le partageant avec votre entourage. Imaginez un monde où chaque personne qui bégaye est accueillie avec patience, respect et sans jugement. Vous pouvez aider à construire ce monde en partageant ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors je vous encourage vivement à liker, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et contribuer à briser les stéréotypes. La sensibilisation commence par une seule voix et peut rapidement se transformer en un puissant écho. Soyez cette première voix. Merci de votre écoute et merci d'avance pour votre engagement à faire la différence. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous.